Oh, j'en ai marre de faire des kilomètres en famille dans l'Opel Agila. Elle est tape-cul. Il me faudrait un gros break, spacieux et confortable. Et c'est là que la voisine me dit qu'elle a une BM à débarrasser. Hey. Mais c'est quoi comme BN comme BM. Mystère. Waouh. Et je suis allé voir. Une série 5, 28i, pour 2,8 litres injection essence. De 98, comme moi, c'est la génération E39. Après la 34, avant la 60. Bientôt 300 000 km. Joint de culasse à faire, m'a-t-on dit, elle surchauffe et faut remettre du liquide de refroidissement souvent. Je l'ai bien inspecté, fait un petit tour avec. Et wow. C'est trop cool comme caisse, il me la faut. Le soir, je me suis bien renseigné. J'ai rêvé devant les tests Top Gear. This is as good as saloon cars get. 2.8 litres. That's fast enough to keep Diana ahead of the paparazzi. Très mal vieilli cette blague. Et moteur weak. Cylinder 528i Sport Wagon. Room for 3 adults in the comfortable back seats. And 65.2 cubic feet when they're folded. Could this be the perfect car? Et cauchemardé devant I Do Cars Pretty young. This thing died way too young. It's all one piece here. et Nathan's BMW Workshop. You have to go with at least a name brand. It don't have to be OEM. It needs to be at least a Bosch. Or you need to check the transmission fluid level. You need to check the dry shaft carrier bearing. You need to check the Guibo bushing on the dry shaft. You need to check the transmission mounts. J'ai calculé le prix que ça allait me coûter de réparer les soucis. Liste des pièces sur le site Real OEM en combinaison avec Autodoc. Ça va coûter cher. À comparer avec le prix d'une en bon état similaire sur le bon coin, la marge est pas large, faut pas que je la paye cher. J'ai commandé le livre Heinz pour E39 en anglais, parce que la revue technique française concerne que les diesels. Une nuit fébrile de 21h à 2h du matin à récupérer tous les renseignements dont j'avais besoin. Et le lendemain, j'ai payé 900 €. Maintenant, elle est dans mon jardin. Clean, intérieur cuir crème anglaise, moteur M52 TUB 28, 194 chevaux. Assuré, passé le contrôle technique, il a trouvé les mêmes soucis que moi. C'est-à-dire, jeu dans un bras de suspension à l'avant gauche, essuie-glace à changer et une fuite d'huile moteur massive, qui fait que je suis recalé en pollution, même sans tester à l'échappement. Pas grave, même avec un CT refusé, je peux faire ma carte grise. 410 €. Pendant ce temps-là, j'apprends à la connaître. Identifie le modèle de la boîte de vitesse, je commande de quoi faire la révision. Bougie, filtre à air, filtre à essence, filtre à huile, huile moteur, huile de différentiel, kit de vidange de boîte de vitesse, parce que l'étiquette Lifetime dessus, moi, j'y crois pas. J'ai aussi pris mes bras de suspension et des bêtises, comme l'essuie-glace, les vérins de coffre, 604 balles de pièces, et j'aurais même pas touché au joint de culasse. C'est un gouffre cette voiture. Mais en vrai, je la kiffe déjà beaucoup. Et alors du coup, pour ce joint de culasse, tout va bien. Je roule avec un boîtier OBD2 Bluetooth, surveille de près la température moteur sur l'appli Car Scanner. Quand je roule, tout va bien. Mais dès que je suis dans des bouchons ou au ralenti, la température monte. 105, 106, 107 degrés. Je dois maintenir mon moteur à 2000 tours pour qu'il refroidisse. Ma théorie, c'est que le joint de culasse laisse passer la pression de combustion dans le circuit de refroidissement qui se remplit d'air. Étant donné qu'il y a une bulle d'air, la pompe à eau n'arrive plus à faire circuler l'eau chaude du moteur vers le radiateur quand il est au ralenti. En accélérant, la pompe à eau débite, l'eau passe la bulle et plus de soucis. Ça empêche pas de rouler pour l'instant, mais j'avoue que je suis nerveux quand on approche les 110 degrés. Et c'est pas super pratique, disons. J'ai passé le CT et ça coince, c'était prévisible. Jeu entre des organes qui devraient être fixes. C'est parti, et on commence bien avec un anneau élastique qui saute de l'enjeu. Et un écrou anti-vol de mes couilles. MDR, c'est bon Gunther, personne va venir te piquer tes jantes. On débloque. Bon sang, mais qui a serré ça? Et on lève. Configuration pelouse mal adaptée. Oups, avec des rampes. C'est mieux. Ma chandelle sous le point de levage central, ou alors là, sur le berceau, qui est en aluminium. Mazette. J'essuie l'huile parce que j'ai déjà vu un berceau bien gras glisser d'une chandelle. Un bout de planche, et je descends en douceur. Démontage automatique des supports de cris. Ouais, c'est cool les BM. Je vais pouvoir atteindre mon point de levage central. Et hop, une chandelle de chaque côté, les deux roues levées. C'est l'heure d'ouvrir le capot. Et de secouer la voiture comme un taré pour être sûr qu'elle me tombera pas dessus. Une roue, deux roues. Elle vole. Je retire le cache-sous moteur. Et en effet, ça fuit. Il y a du gras partout. Comme on dit, si ça fuit, c'est qu'il y a de l'huile. Heureusement, j'ai investi dans un nettoyeur eau chaude d'occasion qui est en train de pisser par terre. Oh, c'est pas sérieux, faut que je répare le machin. J'étais là pour la BM, moi. Je vais décaler le truc sur le gazon, ça ira très bien. Ça fait des miracles sur l'huile. J'adore. Dans les passages de roue. J'adore. Pris ma douche au passage. Mon t-shirt. Merde. Tahiti.
On y voit plus clair déjà. Génial, je vais pouvoir bosser sans trop me dégueulasser, et ça va m'aider à trouver ma fuite d'huile. Et maintenant, je m'occupe de mon jeu dans le train avant. Je secoue et c'est subtil, mais il est bien là. En gros plan, on voit bien la rotule qui bouge. C'est un essieu multibras. La cinématique est impressionnante. L'idée, c'est que le croisement des bras va déplacer le centre instantané de rotation vers l'extérieur, comme si on avait une rotule imaginaire au centre de la roue. Ok, je vais dévisser le bras. Premier côté, easy. Bon, et je dois remettre ma vis vite fait pour tenir l'ensemble, le temps que je débloque la rotule. Et maintenant, extraire la rotule. Ce petit marteau ridicule n'y arrive pas. C'était sûr. Gros marteau avec une rallonge. N'y arrive pas. J'ai des arraches-rotules en tout genre, mais l'installer c'est un enfer. Et au final, je suis de retour à tout cogner, comme Cro-Magnon qui essaye de faire du feu avec des silex. Et le WD, c'est du placebo à ce niveau-là. Bon, NSM, j'aime pas gaspiller du gaz, mais là, pas le choix, je chauffe l'extérieur pour le dilater. Et là, ça sort en quelques coups. Toujours aussi magique. Et bah voilà. Facile. Yes. Wouh, je suis content. C'est intéressant, il y a des inserts en acier pour servir de portée à la rotule dans le moyeu en alu. Rudement bien fait. Et voilà une rotule très usée. À comparer avec la neuve. Voilà, c'est dur à tourner, ça c'est bon. Par acquis de conscience, je vérifie. Et il y a de la graisse, mais pas beaucoup, donc je vais bourrer à mort. Qui sait, permettra peut-être au bras de tenir quelques milliers de kilomètres de plus. Mais la graisse, ça glisse. Et du coup, galère de remettre le ressort de maintien. Obligé de prendre un tournevis. Mais gaffe à pas percer le soufflet. Voilà. J'ai une empreinte hexagonale femelle dans ma rotule. Je souffle et vérifie que c'est tout clean. Et c'est engagé. J'approche. Et serre. Et là, le cylinder block côté intérieur, je dois le serrer dans la position de repos du véhicule pour qu'il soit monté sans contrainte. Donc je soulève la voiture par la suspension, et hop, je peux serrer mon bras. Plus de jeu dans le train avant, ça fait une défaillance majeure en moins. Bien sûr, j'ai fait l'autre essieu. Ça, c'est le genre de truc, ça se change par paire. Bon, bah avec le coup de Karcher pour la fuite d'huile, et le changement des bras pour le jeu dans la direction, il me reste que les essuie-glaces à changer, et ça passe c'était tranquille ça. Mais bon, je vais aussi faire une petite révision, remplacement des bougies, tout ça. Le lendemain, je suis back at it again. Et j'ai mis un carton en dessous toute la nuit. Ça fuit toujours. Et ça fuit pas mal. Mince. Et bon, déjà, c'est pas le joint de Villebrequin. Cool. La boîte qui était archi grasse hier, sèche. Peut-être le capteur de niveau d'huile. Mais non, ça vient de plus haut, du côté gauche. À l'arrière, c'est clean. Avant gauche du moteur, je démonte ma boîte à air qui vient facilement. Ouah, le film d'horreur, c'est dégueulasse et ça pisse l'huile. Bon, faut quand même que j'avance. Allez, je vire les caches plastiques. De ce côté-là, ça me permet d'accéder aux bobines. Putain, et malgré le coup de Karcher, j'ai encore de la mousse bouffée par les rongeurs. Carrément, avec les crottes fournies avec. Non mais là, faut que je renettoie. Je bloque mon admission d'air et j'ai pu remettre un coup de Karcher au chaud. Je veux vraiment savoir où est ma fuite d'huile. Cool, c'est enfin tout propre. Et j'ai décidé de rentrer la voiture au sec pour faire la vidange de pont. Va savoir pourquoi. J'ai ce super outil trouvé à Noroto, il y a toutes les clés hexagonales plus les clés carrées dessus. Il faut ouvrir le remplissage avant. Si la vis de remplissage est grippée, impossible à ouvrir, là j'aurais été keblo avec un pont sans huile dedans. L'huile est pas trop crade, mais il y en a pas beaucoup. En même temps, logique, le pont est gras. Je verrai ensuite pour l'étanchéité. Là je vais juste faire une vidange, ça me convient. Je nettoie et remplace le joint du bouchon. Nettoie, referme. Pas de soucis. J'ai mon fidèle bidon en plastique avec une durite de gros diamètre. Parfait pour faire monter l'huile. Jusqu'au débordement. Le trou de remplissage sert de niveau. Allez hop, vidange du pont, c'est plié, je sais qu'il me lâchera pas. Bon allez, j'ai envie d'aller voir mes bougies. Démontage des bobines. Ok, et démontage des bougies. Super galère. J'y vais en douceur, avant, arrière, avec du dégrippant. Oh, et puis il me saoule ce capot. J'ai vu qu'il y avait une position garage pour l'ouvrir à fond. Alors, il faut enlever les vérins et... Yes, c'est pas mal. Mais bon, le chevron, un peu trop balèze pour tenir le truc ouvert. Hop, une petite sangle. C'est bien mieux. Bon sang, et ces bougies, c'est vraiment un massacre à desserrer. Je vais y aller à la clé à choc dans l'espoir que ça décolle la merde. Bon sang, il y a des morceaux d'alu de la culasse qui viennent avec la bougie, mais quel enfer! Coup de soufflette. Et ces bougies sont terriblement usées. C'est catastrophique. Les électrodes sont bouffées. Même la centrale qui est censée être ronde, elle est devenue ovale à cause de l'usure. Une horreur. C'est pas top tout ça. Alright, 2 quarts de tour dans la boîte à gants, et la boîte à fusibles descend comme un panneau de contrôle. Et il y a un petit feuillet avec les correspondances. Ça c'est génial, j'adore, merci BM.
Pompe à essence, fusible 31-17. 31 et 17. Je pense pas que ce soit tout à fait légal. J'ai enlevé les deux fusibles de la pompe à essence et j'enlève la pression de la rampe d'injection. Car je veux effectuer un test de compression. Le moteur va tourner sans allumage, je ne veux pas remplir mon échappement d'essence. Ce serait mauvais pour les catalyseurs. Je mets en place mon testeur à la place de la bougie. Je bloque le papillon d'accélérateur ouvert et c'est parti. Premier cylindre, 14 bars, super. Deuxième, 14 aussi, au poil. Troisième, 12 bars. Bon, on lui pardonne. Quatrième, 8,5 bars. Oh là 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 là, ça craint. Je mets de l'huile. Et ça passe à 12,5. Cinquième, 6 bars. Ouille, c'est la piquette. Sixième cylindre, 8 bars. Bon sang, ce moteur n'a que 3 cylindres qui sont dans un état correct. C'est la giga merde, il est dans un état lamentable. Je comptais juste faire une révision et attendre plus tard pour le joint de culasse, mais là j'ai plus le choix. Je peux pas continuer de rouler avec ce moteur asthmatique. Donc c'est parti, je vais démonter la culasse. Clé plate de 27 est devenue 32 pour démonter. Dans le ventilateur, visco-coupleur. Et pour le bloquer, j'ai bricolé ça. Et l'écrou étant pas inversé, donc je visse pour dévisser. Oh, c'est serré archi fort. Oh là 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 là. Vas-y. Galère, je vais enlever cette durite, j'aurai plus de place. Donc je vidange le circuit de refroidissement par ce bouchon sous le radiateur. Et clac, je peux lever l'anneau métallique qui maintient la durite. Et vas-y, il y a des morceaux qui se barrent. Une espèce de rampe qui vient sur le joint. Pas mal, mais faut faire gaffe. J'ai pu mettre mon bloc poulie en appui et une deuxième clé sur la 32 mm. Comme vous voyez, il a fallu masse de force, la vache. Ventilo dévissé, carénage déclipsé, j'ai un tuyau de purge d'air radiateur, il faut tirer sur le vase d'expansion pour le dévisser, puis débrancher les tuyaux en bas. J'ai le bras dedans jusqu'aux épaules. Et j'évacue le ventilo, puis le carénage. Magnifique le carénage, on adore. Tuyau pas bouché, c'est cool. Mon radiateur est craqué, RIP. Alors de chaque côté, j'ai les boîtes à filtre d'habitacle, qui s'enlèvent aisément. Et je suis parti bille en tête retirer mon couvre-culasse parce que je veux voir en dessous, je suis très curieux. Tout un tas de vis et hop, entièrement en plastique, impressionnant. Magnifique ce double arbre-à-cam en tête. Alors, est-ce que je vais devoir remplacer ma chaîne de distribution aussi? J'espère pas. Je teste au milieu de l'enroulement sur le pignon pour voir si elle s'est allongée, comme pour une chaîne de moto. Il y a moyen de l'écarter un tout petit peu. Et la chaîne secondaire aussi. Les lobes des arbres-à-cam sont propres. Il y a cette couleur orangée brune qui résulte de l'évaporation de l'huile. Ça a chauffé par ici. J'ai étudié toutes les possibilités. Et je suis là avec mon livre Heinz et mon kit de calage distribution pour moteur M52 TUB 28, double Vanos. Et ouais, j'avais prévu mon coup. Le premier élément du kit, c'est ce petit raccord pneumatique, qui sert à mettre sous pression le Vanos, système de déphasage des arbres-à-cam. Je retire le banjo qui emmène normalement de l'huile sous pression au système. Je branche le compresseur et augmente légèrement la pression. Super, ça envoie de l'huile partout, j'adore. Bon, et après, j'ai fait tourner mon moteur jusqu'à ce que je sois sûr que tout soit bien en place. J'arrête l'hémorragie. Et là, je dois trouver mon point mort haut. C'est quand mes premières cams se regardent. Voilà. Et à l'arrière, les carrés de blocage sont bien droits. Je dois retirer 2 goujons pour mettre mon outil de blocage d'arbre-à-cam en 2 parties. Et la deuxième partie est trop longue. Mince, ça passe pas. Qu'à cela ne tienne, je l'ai recoupé. Ah, c'est un gros morceau ça. Et j'assemble. L'outil est engagé à fond, bien à plat. Au moteur bloqué, je dois bloquer le bas, avec cette pige de volant moteur, qui passe dans ce trou, obstrué par un cache, qui a cassé quand j'ai tiré dessus. La qualité du plastique est impressionnante de nullité, ça me rappelle des souvenirs de teuf. Ok, là je branle mon moteur de gauche à droite jusqu'à ce que la pige rentre à fond dans le trou. Et j'ai pas réussi, donc j'ai remis la pression, enlevé mon calage, fait tourner. Ok, et c'est bon, là tout est calé, bloqué, en bas, en haut. Allez, démontage. Débranche les sondes lambda qui mesurent l'oxygène dans l'échappement. J'essuie et marque mes prises pour pas les inverser. Filtre habitacle gauche. Là j'ai de la place. Ok, la rampe d'injecteur. Faut que j'écarte les petits clips sans les paumer. C'est un peu comme manger avec des baguettes. Et hop, le faisceau d'injecteur. J'aime bien ces raccords d'essence. Clic, clic, gauche est branché à gauche, droite à droite. Pas de piège. J'inverserai pas l'arrivée et le retour au remontage. Et quelques vis plus tard, la rampe est sortie. Le régulateur de pression au bout. Et si je sors ce clip, je peux démonter l'injecteur. Là, c'est une bataille pour sortir ce manchon qui emmène l'air au papillon d'accélérateur et au régulateur de ralenti. Une vis, et j'écarte la jauge à huile. 4 vis, et je sors le papillon d'accélérateur.
C'est très intéressant, on voit le levier en deux parties. Une qui est gérée par le moteur du régulateur de vitesse et l'autre qui est reliée à la pédale. Un beau morceau. Sur le collecteur d'admission, j'ai ma borne plus batterie, car elle est dans le coffre. Et j'ai pu enlever tous les écrous du collecteur. Il bouge, mais il tient toujours. Je fais un peu levier, en douceur, mais ça sort pas. C'est comme si quelque chose le retenait en dessous. Ok, il y a un écrou là en bas. Maintenant, ça va sortir. Mais il me reste des tuyaux à débrancher. J'y vais doucement, mais sûrement. Et pas si doucement que ça, vu que j'ai réussi à péter un raccord qui relie le vide de l'admission à l'assistance de freinage. Mes conduits d'admission sont pas trop sales. Et ouais, ma fuite d'huile vient clairement du support de filtre à huile. Apparemment, c'est un problème très commun sur ces moteurs. Sur le collecteur d'admission, on a le papillon d'accélérateur qui ouvre l'air pour accélérer, et sur le dessus, le moteur de ralenti qui ouvre l'air automatiquement pour réguler le ralenti. Ce dispositif en forme d'entonnoir aspire les vapeurs d'huile dans le carter, elles sont condensées et l'huile retombe dans le carter, le gaz étant lui aspiré par l'admission. C'est un problème sur ces moteurs à cause de ces durites croustillantes. Ça entraîne des fuites d'huile, des prises d'air, voire même un moteur qui aspire de l'huile dans les cas les plus graves. Branché sur la jauge à huile, le tube de redescente d'huile a déjà été rafistolé. Et bah, ça fait un bon tas de plastique démonté déjà. Patte de fixation, et le radiateur sort. Ah non, il sort pas du tout en fait. Il est retenu par le raccord de refroidissement d'huile de boîte automatique. Une vis très peu accessible, prise entre deux tuyaux, qui est extrêmement serrée, et quand on force, c'est les tuyaux en alu qui tordent. Je m'en suis sorti grâce à la clé à choc, c'était pas facile de la faire passer à cet endroit-là. Et le radiateur est sorti. Ah quel sale temps. Je commence à fatiguer. Chaque jour suffit sa peine. À demain, beauté. Danse de la bougie rotative pour que les dieux soient cléments. Bah, le capot grand ouvert. Allez, on a de la place, on va démonter l'avant du bousin. L'étendeur et hop, la courroie saute. Les courroies. Chickadee check l'état des différents roulements. Volant moteur pigé, moteur bloqué, je desserre l'écrou de poulie dumper. Il a la réputation d'être serré balèze. Et en effet, c'est le cas. Et la poulie est sortie. Claveté, la portée du joint spi n'est pas trop usée. Poulie de pompe à eau, je ressors mon outil de blocage fait maison. 4 écrous, et il y a des trous taraudés pour extraire la pompe à eau. 3, 2, 1. Cette pompe à eau en plastique a la réputation d'exploser dans le moteur. Celle-ci est clean, et l'arbre entraîne bien la turbine. Ici le boîtier de thermostat, c'est lui qui ouvre la circulation d'eau dans le radiateur quand le moteur atteint sa température. Il est, sur cette voiture, équipé d'un élément chauffant pour être contrôlé par le calculateur. Ok, le devant c'est fini, bienvenue en enfer. Démontage du collecteur d'échappement. C'était horrible. Par au-dessus. En dessous, il faut des rallonges de cliquet, de plusieurs tailles pour réussir à passer. C'est très étroit. J'ai mis 2 heures. Admission, devant, échappement démonté, ma culasse sera libérée quand j'aurai viré la distribution. Dévisse les capuchons métal. Sors les bouchons plastiques. Ah, les voitures modernes, quand il n'y a plus de batterie, ça y est, je peux pas ouvrir le coffre. Obligé de foutre un chargeur plus sur le démarreur, le moins à la masse. Avec un bout de bois, je suis peinard pour prendre mes outils dans le coffre. Douille Torx pour dévisser les vis, qui, attention, se vissent pour dévisser. Et je peux sortir le double Vanos, le mécanisme de déphasage des arbres à cam. De ce côté-là, j'ai un tendeur hydraulique de chaîne primaire de distribution. L'huile sous pression rentre dans le trou sur le côté, pousse le piston, qui prend appui sur un patin tendeur. J'écrase le tendeur de chaîne secondaire et le bloc baissé avec une goupille. Et j'ai une grosse brochette de plateau à démonter là. Attention, si je fais tomber une vis dans la distribution, il faudra tout démonter, donc prudence. Et là on voit parfaitement comment fonctionne le déphasage. La position de ces deux cloches décale le pignon par rapport à l'arbre à cam. Enfin, en temps normal, ça décale l'arbre à cam par rapport au pignon. Je sors la chaîne secondaire et ses deux pignons. On constate une usure légère, petite bosse, très légèrement sensible. C'est minime, la chaîne est belle, un peu de jeu latéral, mais quand elle fait le tour d'un pignon, elle n'en décolle pas. Donc je pense pas qu'elle se soit allongée. Les forums disent que c'est pas un sujet de préoccupation sur ces moteurs. Inch'Allah, hein. Le tendeur de chaîne secondaire. La chaîne a creusé un sillon dans le patin. Il y a un guide inférieur, et tiens, il est en 2 morceaux. Il a cassé en plein milieu. Et voilà, la chaîne est libre. Côté admission, je vidange et sors le bocal de direction assistée. Le tendeur de courroie d'accessoires. Ah bah tiens, ça sort pas. Eh ben oui, il restait une vis. Débranche l'alternateur et le dévisse. Attention, les vis sont différentes. L'alternateur est équipé d'une conduite d'air pour son refroidissement. Étonnant, c'est la première fois que je vois ça. Je peux descendre la pompe de direction assistée. Je remets les vis dessus comme ça, pas d'embrouille. Et je peux maintenant décrocher le support de filtre à huile. Et il est là, le joint qui fuit. Franchement, c'est une très belle pièce. Capteur de position d'arbre à cam. Encore un capteur de température. Et là, j'ai des conduites de refroidissement en plastique rigide pour le radiateur intérieur de chauffage. C'est plus des joints toriques, c'est des joints préhistoriques.
Je vais desserrer mes arbres à cam, et je fais des repères sur ma douille pour y aller petit à petit. Il est creux, l'arbre à cam peut casser sous l'effort des ressorts de soupape s'il n'est pas dévissé uniformément. Donc j'y vais vraiment tout doucement, quart de tour par quart de tour sur chaque vis, en plusieurs passes. Les paliers sont numérotés. E pour admission, et non pas exhaust. On est en allemand. Admission c'est Einlass, et échappement c'est Auspuff, avec un A. E pour admission, A pour échappement, et l'arbre à cam sort. Je ramène une planche, sors le bloc support de poussoir qui tombe tous dans la culasse. Allez, tout le monde en rang. Ces blocs se remplissent d'huile pour garantir un jeu aux soupapes parfait en permanence. Idem côté échappement, j'accroche ma chaîne pour pas qu'elle tombe et je sors l'arbre, le support, les poussoirs. Et maintenant je desserre la culasse, ça va être l'instant de vérité. Je prends l'ordre de serrage à l'envers pour desserrer. Ok, toutes mes vis sont desserrées. Et je vais le resserrer. Pourquoi donc? Eh bien, le bloc moteur est en alu, qui subit un traitement thermique en usine pour être plus résistant. Si le moteur surchauffe, ce qui est fort probable sur celui-ci, le traitement thermique part. Ce qui veut dire que les filetages du bloc vont foirer quand je vais vouloir resserrer. Premier tour à 40 Nm, puis rajouter 90 degrés. Et là, j'ai un filetage foiré. C'est comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. La vis tourne complètement dans le vide. Et il y avait encore une passe à 90 degrés à faire après celle-là. Hein. Le bloc est foutu. Enfin, au moins un filetage du bloc est foutu. God damn. Je peux sortir ma culasse, mais ce sera impossible de la resserrer sur le bloc dans l'état actuel des choses. Ouais, c'est un problème pour plus tard, ça. Bon, où est-ce que je peux faire levier? Pas normal que ça bouge pas. Oh bordel, j'avais oublié 2 vis à l'avant. Je glisse la chaîne pour pas qu'elle me gêne. Et whoop! Et voilà le fameux joint de culasse entre la culasse et le bloc. Bon sang, Shrek a giclé dans mon moteur. Et là, on a ce qu'on appelle de la mayonnaise, huile mélangée à l'eau. Oui, tout est possible en mécanique. Petit latte macchiato avec mon nom sur le gobelet. Blup, blup, blup. Je vis dans ce chat avec ma trompe, avec mes trompes, et voilà la valse des pistons à l'intérieur du moteur. Superbe. Soufflage. Je retire les pions de centrage, attention, ils sont fragiles. Grattage à la lame sans rayer. Un coup de papier P1000, que le bloc soit propre à fond, c'est lisse, sans aspérité. Pour vérifier que c'est bien plat, j'ai une cale de 0,05 mm et une équerre de mécanicien. Test sur un miroir bien plat, la cale ne passe pas sous l'équerre. Je fais le test partout sur le bloc, aucun problème, il est parfaitement plat. Sinon, les cylindres et pistons sont beaux, pas rayés, le bas moteur est réputé très robuste. Je vais blinder tout ça d'huile pour pas que ça s'oxyde le temps que c'est démonté. Bien badigeonné. Et un petit drap pour pas que le moteur prenne froid. Bonne nuit. Je nettoie côté culasse, au tampon à récurer avec du WD. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Contrôle la planéité, la culasse est parfaitement plate, elle aussi. Et je vais remplir mes chambres de combustion d'essence. J'ai de l'essence qui descend dans mes conduits, ça veut dire que mes soupapes ne sont pas étanches. Ça fait à peine 5 minutes celui-là, il est déjà presque vide. Ouais, il va falloir bien rôder tout ça. Hein. Je vais contrôler 2-3 trucs sur mon collecteur d'admission maintenant. La vanne de ralenti. Sur ce moteur, elle doit faire du bruit quand on la secoue, ça veut dire qu'elle n'est pas grippée. Et ici, on a un système de volet qui permet de modifier la résonance du collecteur d'admission. Premier test, en bouchant ce trou, ça doit immobiliser le volet. Nickel. Le joint est propre. Deuxième test, si j'aspire dans ce trou, je remplis une réserve de vide qui doit permettre l'activation du volet lorsque je mets du 12 volts dans la prise. Et le volet bouge 3 fois avant que le vide ne soit épuisé. C'est validé. Oh, je vais avoir du boulot sur cette culasse Vindio. Ok, j'ai commencé à démonter mes soupapes. Pour ça, j'utilise un compresseur de ressort de soupape. Un côté appuie sur la soupape, l'autre sur le ressort. En vissant, je compresse le ressort, ce qui me permet de dégager 2 clavettes demi-lune. Et mon ensemble appuie de ressort. Et ressort, sortir la soupape. Voyez, la soupape a 3 gorges sur sa queue. Soyez pas jaloux les frères. Les demi-lunes se prennent dessus, et elles sont maintenues par l'appui de ressort grâce à leur forme conique. Il y a également une rondelle d'appui sous le ressort pour éviter qu'il n'abîme la culasse en alu. Pour la décoller, je souffle. Sur ma table, chaque élément est disposé à la place qu'il doit retrouver. Il faut que chaque soupape retrouve son guide, son siège, son ressort, etc. Et enfin, un joint en caoutchouc garantit l'étanchéité de la queue de soupape. Enfin, je devrais parler au passé parce que le caoutchouc est super raide. Attention, il est monté sur le guide de soupape en bronze, un métal assez mou, que l'on peut très facilement abîmer avec la pince comme je fais là. Soyez très prudents, on serre pas fort et on prend son temps. J'essuie ma soupape et l'armée.
Ça me permet de contrôler le jeu de la soupape dans son guide. Il y en a un peu, sûrement un peu trop. Si je bouche l'extrémité du guide avec mon doigt et que je tire la soupape, on entend. C'est un bon signe que le guide et la soupape n'ont pas trop de jeu car il y a une étanchéité relative. Par contre, on voit la portée de la soupape, piqué, et le siège de soupape, marqué. J'ai démonté chaque soupape, x24. C'était chiant de fou. Même si j'ai trouvé la technique de branler mon tournevis dans un magnétiseur, ce qui rend l'attrapage des clavettes et des appuis de ressort beaucoup plus facile tout de même. Leviosa! Ah, je sais pas pourquoi je trouve ça trop beau. Waouh! Voilà, celle-ci a pas mal de jeux, je sais pas trop quoi en penser. Elle fait quand même pop. Celle-là en a moins. Gros pop. Ensuite, j'ai commencé à croire que ma culasse était fissurée. Mais non, ces lignes, ce sont juste les traces lors du coulage de l'alu. Pas de fissure qui descend dans les conduits. Bon, et en vrai, c'est pas si mal de décaper les conduits. Allez, c'est parti. Je pense que la culasse en soi, elle est sauvable. Et c'est une très bonne nouvelle. J'ai aussi vérifié que mes ressorts de soupape étaient tous à la même hauteur. Rien de choquant. Concernant les arbres à cam, les portées sont assez belles. Excepté celle-ci qui est rayée. 1, 2, 3, 4. Il faut vérifier l'absence de points saillants dans les paliers et chapeaux d'arbre à cam. Personnellement, j'ai décidé de simplement casser l'aspérité avec du papier P2000 jusqu'à ce que mon ongle n'accroche plus. Ouais, ça devrait aller, c'est pas rayé à la mort non plus. Le double Vanos maintenant. Et nom de Dieu, j'ai perdu ma douille de 10. Incroyable, ça m'arrive jamais normalement. Aujourd'hui, je suis un vrai mécanicien. Vas-y, je suis là avec le gros cliquet 1,5 pour démonter de l'horlogerie allemande. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Celui-là est dur, je sens qu'il y a un ressort derrière. Une flasque avec un joint métallique et un piston. La partie centrale, vissée sur le mécanisme de déphasage d'arbre à cam, est montée sur un roulement. Ça permet au piston de rester fixe tout en contrôlant l'arbre à cam qui lui tourne. Le roulement tourne nickel, sans point dur, sans jeu. C'est de la très belle mécanique. Très novateur de faire ça en 1998. Ici on a les orifices d'huile sous pression qui communiquent à la chambre par des canaux moulés dans l'alu. Tout mon respect aux ingénieurs qui ont trouvé le moyen de fabriquer cette pièce en grande série. Côté échappement, pareil, mais il y a un gros ressort en plus. Bon, j'ai vu ce que j'avais à voir. Ma bagnole est là. Immobilisée, avec un moteur foutu. Et elle ressortira de cette grange par ses propres moyens, je vous le jure. Tout démonté, ça m'a permis de savoir quoi commander. Autodoc, joint de boîtier de filtre à huile, réservoir direction assistée, car c'est pas cher et il y a un filtre dedans. Tendeur de chaîne primaire de distribution, carénage ventilateur, thermostat, tendeur de chaîne secondaire, vis de culasse, patin de chaîne secondaire, pochette de joint au moteur, pompe à eau, joint de jauge à huile, joint de culasse, radiateur, eBay. Des time certs, des inserts filetés pour sauver le filetage du bloc moteur, venu tout droit des States, et un kit de réflexion injecteur, et le petit tube que j'ai pété au démontage. Amazon, un kit pour refaire le circuit de reniflard, le crankcase ventilation, un kit pour refaire le Vanos, et un kit pour ajouter le Bluetooth, parce que je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Cette deuxième commande nous amène à un total de 815 €, soit un total global de 2766 €, je souffre quand même un peu. C'est fini la sieste. Ma mère a besoin de la grange, donc faut que la voiture sorte. Ah merde, c'est vrai, elle a plus de culasse. Mes pièces ont pas bougé. Alors, trouvons une soupape pas rodée. Et en voilà une rodée. On obtient ce résultat avec de la pâte à rôder et un rôdoir. Un côté grossier, mange ta mère! Et un côté fin. Les anciens, ils arrivaient à savoir si une soupape était bien rodée au bruit. Mais là, entre les deux premières et les deux autres, j'entends pas vraiment la diff. Je me la joue mélomane, mais la vérité, c'est que je sais pas ce que je fais. Et cette soupape est vraiment dégueulasse. Allez, je vais pas m'embêter. Une durite pour protéger sa queue, serre et fait tourner. En grattant avec une lame, sans toucher la zone qui coulisse dans le guide. Et je finis au tampon à récurer. Ça brille. C'est peut-être un peu agressif comme méthode. Je souffle bien, le but c'est d'éviter de contaminer le guide. Ah sinon, je suis perdu. Ok, la pâte à rôder, coarse, juste un peu. Ventouse bien propre, de la salive pour que ça colle. Dégueu. Et on frotte. On entend bien l'abrasif qui accroche. En tournant un peu, on l'entend plus. Donc je décolle et recolle en tournant et décolle. De temps en temps, je remets l'abrasif sur la portée. Et c'est reparti. C'est l'abrasif qui travaille, pas moi, donc ça sert à rien de forcer. En quelques minutes, ça revient déjà bien plus propre. Le siège aussi, mais il a encore quelques taches. Il y a une autre technique, sans ventouse, une durite, une perceuse. Je passe la soupape, mets la durite, et cette fois-ci, c'est la perceuse qui fait tourner. Pas mal. Et ensuite on passe avec le grain fin, on voit bien la diff. Franchement, je préfère le faire à la main. Enfin, je dis ça parce que c'est que la troisième. Mais la ventouse qui arrête pas de se décoller, ça me rend dingue. Allez. Essuyage.
Ah, et c'est bon, je trouve qu'on commence à entendre. Ça teinte plus quand c'est rodé. Soupape rodée. Et là, pas rodée, ça n'a rien à voir. Le mec, il fait le connaisseur, MDR. Allez, petit avant, après. Plus que 21 soupapes à faire, je suis au bout de ma vie. 21 à faire. We need a montage. Ta gueule. Bon, et j'ai décidé d'être moins brutal sur le nettoyage. Je prends que le bout de la lame. J'ai eu des soupapes qui étaient vraiment terribles. Ma que bellissima culassa, ça avanzo fort le trabajo. Bon sang, que c'est long. Écoute bien, là ça frotte plus. Et c'est la dernière. Ouf. La prochaine fois, je demanderai à ChatGPT de le faire à ma place. Il va falloir enlever la pâte à rôder de la culasse. Mon Karcher qui fuit, c'était à cause de ce réservoir tampon. Dedans, il y a un flotteur, comme une chasse d'eau. Et comme une chasse d'eau, le robinet fuit. C'est de la très belle Non, c'est pas de la très belle technologie. J'ai chanté le réservoir, ça fuit plus, je suis content. Essorage manuel. Et ça y est, ma culasse est plus propre que mon cul. Et je souffle le support de poussoir et la culasse. Vous voyez ces trous? C'est la galerie d'huile sous pression qui lubrifie les paliers d'arbre à cam. Elle alimente aussi les poussoirs. L'huile arrive par ces petits trous en bas. Magnifique. Encore du nettoyage. Ça va s'envoler. Non, pas les souffler ceux-là. Et j'ai une surprise, une pochette de joints au moteur. Elle comprend tous les joints au-dessus du joint de culasse. Ce qui m'intéresse, c'est les joints de queue de soupape. Je niaque le paquet comme un monstre. Première étape, je lube la soupape. Blub blub blub. Dans ma burette, c'est de l'huile de boîte, bien épaisse. Les pros utilisent de l'huile d'assemblage. Hop, elle rentre. Et vu que les gorges de la queue peuvent abîmer la lèvre du joint, ils sont fournis avec une capote. Maintenant, le joint va pouvoir slider sur la soupape. Une lèvre en caoutchouc contrainte par un ressort. J'utilise une douille de mon kit démonte soupape qui prend bien appui sur le bord métallique du joint. Lube it up. Et j'enfonce. Doucement, mais avec force. Whoop! C'est bon. Huile, appui de ressort, huile, ressort, coupelle. Compresse le ressort juste assez. Installe les clavettes. Ça demande une dextérité, t'as peur. Mais heureusement, j'adore manger des sushis. Décompresse. Et c'est bon, une soupape d'installer. C'est tellement chiant, je vais tester un hack pour gagner du temps. Alors, il faut mettre les clavettes, foutre un plastique et compresser le ressort par-dessus. Ouais, ça a marché à 0%. C'était trop beau pour être vrai, ce hack. 12 soupapes plus tard, c'est Eh ben non, il reste les échappements. Et voilà, quel bijou. Voilà, toutes les soupapes sont réinstallées. Je suis si fier. Je remets les bougies. Et remplir mes chambres de combustion d'essence. À ras-bord, il est 8h et il n'y a pas d'essence qui descend dans les conduits. Tout ça, c'est une bonne chose de faite. J'ai mis dans l'alignement du néon pour que vous voyez. Ouah, c'est joli. 1 heure plus tard, le niveau a un peu descendu, uniformément. Et il y en a un peu dans les conduits. Pour rappel, avant le rodage, j'avais versé de l'essence à 8h aussi. Et 5 minutes plus tard, j'en avais un qui était vide. Et 1 heure plus tard, les 3 étaient complètement vides. Sec. Si on me demande, je vais dire que ça va. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, l'experte? Qu'est-ce que t'en dis? La gamine n'est pas impressionnée par mon boulot. D'accord? Ouais. Mais je suis quand même content. C'est une belle culasse sans BBL. Ah, là j'ai un goujon. Contre-écrou, serre un écrou sur un autre. Et je peux le dévisser. Une dernière inspection, quand j'ai un doute sur l'état de surface, j'utilise mes lèvres, parce que c'est beaucoup plus sensible que les doigts. Elle va pouvoir retrouver le bloc. Mais déjà, faut que je m'occupe de mes filetages. Pour rappel, avant de sortir la culasse, j'ai tenté un resserrage qui a foiré. Parce que le moteur a surchauffé, l'alu a perdu son traitement thermique qui le rendait solide. Le bloc est foutu. Goddamn. J'ai commandé des time certs aux United States. Alors, on a un filetage intérieur diamètre 10, pas 1,5, dans lequel je peux mettre ma vis, et un filetage extérieur M12 par 1,5, plus gros, que je dois faire dans le bloc. J'ai le bon tarot, y a plus qu'à. Et je commence par dégraisser à l'acétone. Ça t'étonne? Ça, c'est pour que mon scotch colle. Joint de culasse en scotch. Champ opératoire installé. Je regarde sur mon joint de culasse l'emplacement des pions de centrage, là où les trous sont plus larges.
Parce que là où il y a les pions, faudra que mes inserts ils soient suffisamment profonds pour pas gêner. Je vérifie sur ma culasse comment ça va se monter. C'est bizarre, ma vis arrive pas à passer le bout de l'insert. Mouais. Alors je prends mes cotes, mes vis arrivent plus loin que l'insert. J'ai fait un petit dessin pour me mettre les idées au clair. Je déballe mes vis neuves. What the fuck, elles sont plus courtes. Bon, elles arrivent aussi plus loin, mais pas beaucoup. Voyons de combien mon pion peut s'enfoncer dans la culasse. De beaucoup. Là c'est trop, et je galère à le sortir. Merde, je l'ai massacré. Pas de panique, je le tape autour d'un forêt. Et voilà, comme neuf. Par contre, le tarot il fait 12,20 mm, et l'insert un peu moins de 12. Alors, tarot de M12 par 1,5, diamètre de perçage 10,5. Je suis pas du tout en confiance MDR. On est prêt. Je jauge la profondeur dispo pour percer, 45 mm. Je mets un scotch sur mon forêt pour pas percer trop loin. Et c'est parti. Oh là là, les copeaux d'alu qui volent partout. Faut que je bouche mon carter de distri. Oh là là, c'est dingue, ça perce comme dans du beurre l'alu. Et je vais boucher mon pot aussi, parce que pas sûr que ce soit bon les copeaux d'alu au-dessus du catalyseur. Ok, tout est percé, soufflage. Mesdames et messieurs, mon bloc moteur est foutu. Je suis pas bien. Et tu te répètes. Étape d'après, meuler mon tarot pour qu'il rentre dans ce tourne à gauche ancestral trouvé en brocante. J'ai enfin un tourne à gauche, après plus de 2 ans à faire des vidéos sans tourne à gauche où les gens me disent « Achète un tourne à gauche !» et je peux tarauder jusqu'au bout. Au final, dans l'alu, c'est super facile. Et j'ai tout taraudé. Bien droit. Bien droit. Oh putain, mais c'est pas possible, mais quel manchot. J'ai percé complètement en biais. Oh, angoisse, 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 envie de canner. C'est vraiment pas top. J'aurais dû utiliser au moins un guide, ou vérifier. Ça aurait pu être évité avec un tout petit peu d'attention. Aïe 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 aïe. J'ai su aller bille en tête et j'ai giga merdé. Bon, du coup, je suis là à regarder si mes vis peuvent prendre de l'angle ou non. Oh, le nul. On va bien voir. Soufflage rigoureux pour enlever les copeaux. Et pour que mes inserts soient un peu enfoncés, je perce sur quelques millimètres avec un forêt de 13. Ressoufflage. Acétone, soufflage, acétone, soufflage. Pareil, mes inserts, je veux qu'ils soient propres et dégraissés. Parce que je veux qu'ils accrochent avec le frein filé Loctite fort que je vais mettre. J'en mets masse parce que c'est une installation définitive. Il y en a peut-être un peu trop là quand même. Et les tutos disent de matraquer l'insert à la clé à choc jusqu'à ce qu'il reste coincé dans le bloc. Hop, premier insert installé. Et j'ai fait tous les autres comme ça. Alright. Spoiler alert, c'est pas la bonne méthode là que j'ai employée. Cette vidéo, c'est pas un tuto, je suis en impro, je suis pas un pro. J'enlève mes bouchons en soufflant les copeaux, nettoie le plan de collecteur, retire le scotch, renettoie, redégraisse. Ensuite, j'ai inséré mes pions de centrage. Nickel. Je nettoie et souffle le joint de culasse, faut que ce soit clinique. Culasse, idem. Et pour la remettre, j'ai appelé ma maman. Bah, va juste falloir faire tenir ça comme ça. Peut-être bouger la chaîne pour... D'accord, ouais. Attends un petit peu parce que là je vais arriver avec la culasse de toute façon. Alors. Je suis venu mais j'ai touché un truc, donc je renettoie. Ça faut que tout soit replié comme ça. Attends, là faut que je réessuie. C'est lourd ce truc là. Ah oui, la culasse c'est lourd. Bon, en fait je vais me mettre au plus proche. Tu touches comme ça sur le bord. Ouais, et là ça de la chaîne elle doit être où elle? Bah en fait elle va passer là-dedans. D'accord, ouais. Donc ça passe dans la pièce qui est lourde. Ah d'accord, ouais. Et c'est ça qui est délicat. Et là si tu peux l'attraper de l'autre côté. Maman m'aide à décaler le guide chaîne, si je pose la culasse dessus, il casse et c'est finito. Ah zut. T'es pas tout à fait en face là. Ouais, ça va venir doucement. Attends, j'ai un joint qui Attends, faut bouge que t'enlèves ta main là, tu peux enlever ta main. Oui, parce que sinon je vais me la faire passer. Ça, tu l'avais pas calé? Il y a un moment où en fait elle va descendre sur Ah oui. un pion. Là je peux laisser, hein. Oui, oui. Ouais, bouge un peu. Non, c'est bon, elle est bien enfoncée. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah c'est une bonne chose de faite. C'est pas facile hein. Ouais. C'est beau ce moteur quand même. Pourquoi ils l'ont cuivré là, ou c'est le... Non, c'est le... qui l'a teinté? L'huile quand elle s'évapore, elle laisse du dépôt un peu jaune. Ouais. Du coup ça fait un super effet je trouve. Ouais. Bon, bah, j'ai cuivrée. plus qu'à faire prendre mes vis. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Bon, bah ça s'est bien passé. Il n'y a plus d'étanchéité critique quoi. Le joint il est couvert, il n'y a plus de D'accord, poussière ouais. qui tombe dessus. Parce qu'avant ça, Elle était pas... on n'est pas rassuré. Quand tu l'as démonté, c'était pas comme ça. Le joint était abîmé. On ne voit pas qu'il est abîmé, mais quand on roule, la voiture surchauffe. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que tant que je peux pas rouler avec, je ne saurais pas si j'ai bien fait mon boulot. Voilà.
Je me rappelle que mes parents, mon père, il avait fait un stage de remise en place de joints de culasse à la maison. Je pense que c'est un mécanicien, mais c'était avec la vulgarisation agricole, tu vois, pour que tout le monde ait beaucoup de notions de mécanique, mais dans les agriculteurs et tout. Ça s'était passé à la maison, mais nous, on était impressionnés de voir les moteurs démontés. Ah, sur les anciens moteurs, c'était plus facile. C'était sur la 504, je m'en rappelle. J'aurais préféré faire ça sur une 504. Ouais. Et ce qui est super, c'est que j'ai pu faire prendre toutes mes vis, malgré les taraudages en biais. Alright. Première passe à 40 Nm. Deuxième passe à 90 degrés. Je mets un coup de marqueur en haut, qui doit se retrouver à droite. J'efface mon marqueur pour faire celui d'après. Et là, en serrant, j'étais pas content du tout du feeling. Inquiétant. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Mince, qu'est-ce que j'ai mal fait? J'étais complètement perdu. Le feeling de serrage était absent. On va dire que c'est bon, même si je sais que c'est pas très bon. Mais honnêtement, j'en avais plein le crâne. Il fallait que je passe à autre chose. Et ce autre chose, c'était les poussoirs hydrauliques. Vous voyez, sur un moteur ancien, on ajuste le jeu aux soupapes manuellement. Sur un moteur moderne, c'est l'huile sous pression qui rattrape le jeu automatiquement. Elle rentre dans ce trou et elle rejoint une chambre avec un piston calibré. S'il y a trop de jeu, l'huile rentre, le piston s'élargit. S'il n'y en a pas assez, la cam fait sortir une toute petite quantité d'huile en écrasant le poussoir. Pour sortir le piston, je le chope à la pince fermement et... clac! Il est retenu par un petit anneau. Et là à l'intérieur, on voit un autre piston avec une bille. Normalement, en soufflant, l'air passe la bille qui sert de valve et le piston doit sortir. Ça sort pas du tout. J'ai galéré à dégripper et démonter les premiers, j'en ai même abîmé un ou deux, jusqu'à ce que je trouve la technique du chalumeau. Je chauffe le machin, l'huile s'évapore et la pression pousse le piston, jusqu'à ce qu'il sorte. Nettoyage, ici on voit la valve, laisse passer dans un sens, mais pas dans l'autre. Nickel. Je nettoie vite fait au tampon, l'autre aussi, remonte, sans oublier le ressort que je tapote dans son logement. Remplis le machin d'huile, et au remontage, ça coulisse parfaitement, mon taf est fini. Si je souffle, cette fois-ci, ça sort tranquille. Plus qu'à remettre dans le poussoir, souffler l'arrivée d'huile, un tout petit peu de persuasion, et le poussoir est réengagé. Et là, il est bien libre de ses mouvements. Tout ça c'était x24 bien sûr, sinon c'est moins drôle. Allez, bonne nuit. On dit que la nuit porte conseil, et j'ai capté un truc sur mes inserts. En fait, quand ils sont bien installés, c'est pas censé bloquer au bout comme ça. En vérité, il faut forcer le vissage pour écarter, dilater l'insert. Et c'est ça qui le maintient en place. Et c'est aussi pour ça qu'il était plus fin que le tarot. J'y suis pas allé assez fort avec ma péteuse quand je les ai serrés dans le bloc. Et j'étais pas aidé par mes vis neuves, qui sont trop courtes. Donc ce matin, je redesserre toutes mes vis, toujours en respectant l'ordre. Je remets mes vis longues. Et cette fois-ci, je vais y aller à la péteuse à fond. Ça force bien avant d'être au contact. Mon insert est en train de s'écarter dans le bloc. Ouais, laisse-moi tranquille frérot, je suis en train de dilater mes inserts là. Dès que je suis au contact, je ressors la vis. Voilà, là, je le sens bien, la confiance est revenue. Et je refais mes passes de serrage dans l'ordre, 40 Nm. Puis mes 90 degrés. Là ça tient le couple, là ça serre, là je suis content. Et même le deuxième tour à 90 degrés, il a été assumé. Avec du recul, je suis content, hein, mais là vous voyez dans la vidéo, je suis toujours pas en confiance. Peut-être pas bon, mais en tout cas c'est mieux. C'est quoi cet accent? Génial, tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est facile. Je pige mon moteur, j'ai du mal à trouver mon point mort haut, tiens. Pas de souci, il suffit d'enlever la première bougie et de mettre un long tournevis. Et hop, pige rentrée, je remets la bougie. Je suis pas fan de ce truc en plastique qui se craquelle et qui tombe dans ma culasse par contre. BMW, ça veut dire plastique de merde, waouh. Pour remonter mes poussoirs, qui pour rappel sont tombés au démontage, je coupe des bouts de baguettes de soudure, les plie, ajuste, et hop, C'est clippé. ça retient les poussoirs. Et je deviens une machine à fabriquer des clips. J'en ai même fait un de trop. Il faut encore nettoyer. Je vis sopalin, je rêve sopalin, je suis sopalin. Mes poussoirs ne sont pas trop usés, ils sont conçus pour tourner sur eux-mêmes afin d'être usés de manière régulière par les cams. Je ressouffle chaque galerie d'huile, installe, huile généreusement le tout, et fais pénétrer l'huile. Il va falloir être vif. Installe mes 12 clips. Ça tombe pas, yes. Surface d'appui propre. Et le porte-poussoir descend, bien plaqué. Et idem pour le deuxième. Maintenant je nettoie les portées d'arbre à cam. Lube.
Arbracam. Et oui, il y a des petites lettres. E pour l'admission et A pour l'échappement. Et là, je viens de mettre l'Arbracam A sur le portrait Arbracam E. Et il y en a encore qui me demandent comment j'ai appris à faire tout ça. Lub, 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 chapeau. Dans le biberon Je me disais bien que c'était bizarre. Ah, je viens de mettre tous les E sur le A. A. À défaut de me tirer mon chapeau, je retire mes chapeaux. Et voilà, là c'est mieux. Je fais prendre les écrous. Comme en démontage, j'essaierai quart de tour par quart de tour, car l'Arbracam peut casser sous l'effort des ressorts de soupape. Dès que je suis arrivé en appui, j'ai vérifié que ça tournait librement. Lub lub lub. Vibe check visuel. A, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Et 1. auditif. A, E, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E. On est validé. J'ai remis mon bloqueur tant que j'y suis. Et serrage au couple. Cette fois-ci, j'oublie pas ces petites vis. Là, j'ai toute ma distribution étalée. Étalée, oh bébé. Je remplace les pièces à remplacer, le tendeur hydraulique, ce guide cassé en deux, et je commence par ce pignon. Il a une petite flèche qui doit être alignée avec le rebord gauche. Ces petites vis que je peux serrer de suite, le guide de chaîne, et je souffle les taraudages, sinon tu peux casser l'alu au vissage. Le tendeur, un petit cylindre qui pose sur la chaîne et une arrivée d'huile en dessous. Pareil, je le beurre avant de le monter. Serrage, ressort, piston, patin. Mince, le patin rentre pas, saleté de pièces refabriquées. Ah, et en fait, c'était de ma faute. J'avais pas remis le patin dans le bon sens. Ce truc de déphasage, il y a une spline manquante qu'il faut aligner avec celle manquante sur l'Arbracam. Ensuite, c'est deux pignons qui sont à monter comme sur ce gabarit en plastique. Sur le pignon d'admission, c'est pareil, une spline manquante. Voilà. Les cloches de déphasage qui ont un pion de positionnement, pion qui se glisse dans les splines manquantes. Mais quel système génial, ma parole. Cette rondelle ressort et sa voisine, avec ses vis et ses écrous que j'approche sans serrer. Et enfin, une dernière rondelle ressort. Le F pour front va en avant. Et ce plateau sert de cible pour le capteur d'Arbracam. C'est vraiment magnifique tout ça. Vient l'étape du calage. Pigé. Je dois installer un outil pour mettre en tension la chaîne primaire. Hop, il faut juste le serrer à la main. Mes écrous sont desserrés et je vais installer cet outil qui va caler mes déphaseurs au bon endroit avant le serrage. Installe, maintien plaqué avec 3 écrous. Voilà, outil parfaitement calé, mes déphaseurs sont au contact des cales. J'enlève la goupille du tendeur secondaire, recheck, tout est en place pour serrer. Je retire l'outil et installe mon tendeur hydraulique neuf, huilé. Et c'est bon. Dépigé en bas, en haut. Effectue 2 tours moteur, minimum, sans encombre. Ah, à partir de maintenant, c'est de la mécanique normale. Ma distribution est parfaitement calée. Je dois refaire le Vanos. Pour rappel, il s'agit de 2 chambres avec des galeries de communication d'huile qui contrôlent des pistons coulissants. Munis d'une butée sur roulement pour contrôler les déphaseurs tournants. Bon, et ils ont des joints qui sont tout secs. C'est pour dessiner le muscle. L'alimentation des chambres en huile est assurée par des solénoïdes qui dirigent l'huile sous pression. Voilà à quoi ressemble l'un des tiroirs de distribution d'huile. Et voilà le solénoïde qui le fait bouger. Comme d'hab, nettoyage. Contrôle propreté. Ouais, c'est propre. Et je vais extraire mes joints qui sont secs. Archi durs. Ah et tiens, j'ai un joint en dessous de mon joint. Attends, avant de l'enlever, je vais regarder mon kit. Le compte est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Mais où est-ce qu'ils vont les deux petits là? Pas là, pas là, pas là non plus. Ah ok, ceux-là vont sur les capuchons. Les pistons, c'est le plus important. Blub 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 blub. Et les joints sont pas faciles à mettre. Genre, c'est tendu quoi. Lube it up.
Place le joint métal sur la flasque, Comme ton gros boule. et serre fermé. Serrage en étoile de mer à 5 branches. De l'autre côté, pareil, avec un ressort en plus. Ça va pas le faire. Je mets en place sous pression, C'est quand on monte un truc avec un ressort qu'on voit l'importance du serrage en croix. bien droit, et serre graduellement mes vis pour que ça reste parallèle. Ok, ça coulisse bien. Maintenant, les tiroirs. Et les solénoïdes, je vais les tester avant de les remonter. Si je mets du 12 volts dedans, hop, ça sort comme ça. C'est marrant, je pourrais faire ça toute la journée. C'est Johnny Validei. Eux aussi, il y a un joint. Yes, sir. Et je serre ça fort. C'est ça que t'appelles fort, espèce de mal bêta? Ah, j'aime mieux ça. Ok, les plans sont propres. Le manuel dit de mettre un peu de pâte à joint à la jonction, joint métal. Et là, je vais trier mes vis et boulons pour leur montage. La mémoire revient très vite quand on trie les vis. Allez hop, j'enquille, approche et serre. Remets les vis qui relient les déphaseurs au piston, pas inversées, elles se dévissent pour visser, pas trop fort. 2 capuchons, Double check que c'est bien enfoncé. 2 bouchons, et c'est fini pour le Vanos. Et ils sont pas magnifiques mes joints d'échappement tout neufs, ça brille comme un satellite. Je les glisse entre le collecteur et la culasse. Et là je dois remettre 16 goujons et 16 écrous qui sont les plus inaccessibles. Je redoutais ce moment. Ça m'a pris 3 heures de souffrance, d'effort, de casse-tête chinois. Quelle horreur, je veux plus jamais faire ça de ma vie. Ouah, je suis KO. Cette guerre, c'était pas ma guerre. We own this shit, man. Réveil en fanfare. Eh ben, c'est la fatigue. Je prépare les surfaces et l'arrière du moteur. Et vas-y, cette tôle support de faisceau, elle va dans le fond. Oh, je suis paumé. Ah, j'aurais dû boire plus de café. Ok, couvre culasse. Et je l'ai fait tomber. Craqué. Cette caisse, elle va me rendre complètement fou. Bon, allez. Ah, marre de la mécanique. Je me lance dans le jardinage. Une petite fontaine zen. C'est là que ça fuit! Et ça fuit nulle part ailleurs. Ici, on va régler ça. Il faut sécher, dégraisser, époxy bicomposant. Je mélange, double rotor, tel l'artiste qui peaufine sa toile. I like it, Picasso. Des deux côtés. Ça sèche. Ça sentait meilleur avant l'époxy. Celle-là, elle pue vraiment. On sent que c'est du produit efficace. Je revisse les goujons. Souffle. Endless Seite. Le B bizarre, il se lit comme 2 S. Seite, ça veut dire côté. Endless, entrée. Admission. Joint de puits de bougie. Et le joint de couvre-culasse. Bien plaqué, bien calibré. 3 écrous spéciaux au milieu, car ils servent de masse pour les bobines avec cette plaque en métal. Et le tour complet. Et là, je nettoie mes trous. Garde ça pour toi. De tuyaux rigides de chauffage. J'ai tout de même envie de renettoyer. Waouh, c'est bouché. Une semaine sans prendre de douche, mais t'inquiète, le moteur, lui, est propre. Avant de mettre le support de filtre à huile et son joint tout sec. Responsable de la marée noire. Nettoyage maniaque. Et voilà, un joint neuf. Le support de filtre à huile est remis. Tuyau rigide de chauffage. Il y a 2 gorges pour des joints toriques. Et c'est bizarre, le plastique ressemble à de l'argile. Oh goddamn. Les joints, ils sont morts de chez mort. C'est quoi ce plastique pourri? J'essaye de le nettoyer, ça se désagrège. Bon, on va pas forcer, je remets des joints et j'insère le tuyau. Ça a du mal. Je mets l'écrou, rentre et... ça pue. Oh merde. J'aurais dû écouter les tutos qui disaient de remplacer ces tuyaux systématiquement. Extraction. Nom de Dieu, c'est quoi ce plastique? Quelle cochonnerie. Je peux pas attendre la livraison, faut que la voiture elle sorte. Donc time to shine, avec ces bazars de récup. Je tourne une baguette de soudure autour d'un tube, puis je coupe des petits anneaux que je forme à la perfection. Le but, c'est de recréer des gorges pour le joint. Regarde papa.
Cut. Quelle bonne nouvelle, c'est pile le bon diamètre pour faire le joint. Je mesure la distance par rapport à la vis de fixation. Coupe, cet écrou va me servir d'équerre. Et c'est soudé. Ajustage, ajustement, ajustation. Plein de joints pour centrer. Je mets en place, marque, perce. Et là, il faut que je mette une vis plus longue pour fixer mon deuxième bout de tube. Les tubes sont montés, ils sont bien centrés dans les trous, ils tiennent bien, ils sont attachés là et là. Maintenant, il y a juste relier ça à ça et relier ça à ça. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est tellement tight. Mais en vrai, je pense que ça va le faire. On y croit. Ça va être archi casse-couille à monter, mais je pense que ça va se monter. Enfin, on va dire. J'ai gardé le plus dur pour la fin. C'est showtime. Souder mes gorges qui empêcheront les joints de bouger sous la pression. Pour rappel, circuit de refroidissement BM, c'est 100 degrés et 2 barres de pression. J'ai commencé par vouloir braser à l'étain. Brasure forte au chalumeau bigaz. Le résultat est bien craignos. J'ai soudé le deuxième anneau au TIG. C'est atroce. Extrêmement dégueulasse. Mais je me suis bien amusé. On ajuste la finition. C'est presque de la bijouterie à ce niveau-là. Ça passe de dégueulasse à juste dégueu. Mais mon joint porte. Et c'est tout ce qui compte. Pour l'installer, j'ai pris des pincettes. Allez, vas-y, rentre, espèce de petit bâtard. Allez, rentre. Je le ressors. Parce que c'était sûr, j'ai massacré le joint. Je recommence avec de l'huile. Bon. Flûte. Et cette fois-ci, le joint est pas abîmé. La méthode est validée. Deuxième raccord fait maison, allez hop. Plus qu'à relier. Zoup, ouais, c'est pas mal. Ah, j'espère que ça va tenir. Les colliers maintenant. Nickel. J'ai déjà pratiqué ce genre de réparation, mais là, c'est vraiment du haut niveau. Quelle beauté. Ah, c'est réparé, ça m'a pris 12 plombes, je sais même pas si ça va tenir. Allez, on y croit. Et je reprends, en faisant cheminer le faisceau électrique. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe derrière le solénoïde de Vanos? Oups, j'ai encore fait une bêtise. La vis de capteur d'Arbracam. Aïe aïe aïe. Ah, je l'ai bien défoncé. Obligé de sortir le solénoïde. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Pour réinstaller El Captoro. Je glisse une tige pour jauger la profondeur du trou, et comme ça je sais que ma vis de remplacement est adaptée. Je vais changer le filtre à huile, tiens, pourquoi pas. What the fuck, il est bizarre, j'ai jamais vu ça, le papier filtrant est resté en bas. Ça a chauffé. Comment je vais sortir ça, moi? Mais bon sang, il a jamais été changé ou quoi? Oh là là, la galère. Ça se désagrège dans tous les sens. Bon, heureusement j'ai pu le prendre par l'agrafe métal. Ouf. Oh, l'huile est noire. Nouveau filtre, torique à l'intérieur, je l'huile, on va éviter de reproduire le scénario catastrophe. Et j'ai pu extraire le morceau de couvercle. Remplace et huile le joint. Reclipe le centre et serre au contact. Pas plus. Solénoïde remis. Rebranche solénoïde et capteur d'arbre d'échappement. Thermostat neuf. Serré. Rebranché. Pompe à eau améliorée. Avec turbine en métal. Je devais être v'là fatigué parce que je pars chercher le joint de pompe à eau dans la pochette de joint au moteur. Le joint est sous ce carton. Normalement c'est le carton dans le joint. C'est pour ça que je trouvais pas. Poulie dumper. Obligé de repiger. Serré à 300 Nm mais mon adaptateur il est capé à 200. On est censé changer la vis aussi. 100, 200, 250. Et là, je suis probablement aux alentours des 300. Ouais, ça suffit. Poulie de pompe à eau. Galet tendeur. Ah, c'est vraiment du bonheur, la petite mécanique comme ça. Je commence à en avoir assez de tout ce fatras par terre, là. De durite et de trucs de cochonnerie. Là. J'ai un radiateur neuf. Ah, il y a des sangles en plastique. Ah, il est où mon cutter? Ah, ça fera l'affaire. Faut pas oublier les baguettes de protection. Et je l'ai mis en le bignant à cause de ce raccord qui sert plus en plus. Et je l'ai démis. Parce que j'ai pas pris le temps de le comparer à l'ancien et de transférer les éléments qui sont dessus.
Je redresse les ailettes quand même. Ah, c'est une dinguerie à quel point il rentre au poil près. En cognant de partout. Sur des plots en caoutchouc de chaque côté. C'est ok. Fixation vissée. Solide. Tuyaux de refroidissement de boîte que j'ai eu tant de mal à démonter, ils vont là-dedans, maintenus par cette bride. Hop 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 hop. Pas si vite. En fait, j'avais les bons joints toriques en stock. Je remplace. Pompe de direction assistée. Alternateur qui passe pas. Je dois écarter cet écrou captif. Patience et longueur de temps. Et hop. Font plus que force, niquerage. Hop 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 hop, pas si vite. Un peu d'huile, ça sortira mieux plus tard. Vu que je fais pas de schéma de mes courroies, je teste différentes options. Et c'est comme ça. Tant d'urinisation de la courroie. Dis donc, avec cette élocution, je pourrais être Premier ministre. Et mise en tension de la courroie de climatisation. Très bien. Et maintenant, je vais vous parler de ce bouchon de liquide de refroidissement. Il sert de soupape de sécurité et s'ouvre à 2 bars, au lieu d'un, pour une voiture normale. Tout le circuit est en plastique. Pas étonnant que tout pète sur CBM. Avec ma réparation de tuyaux bizarres, je veux surtout pas que le circuit régule à 2 bars. Donc je récupère mon raccord pneumatique, je le mets sur le vase d'expansion, bouche les sorties avec un tuyau, et on va faire monter en pression le truc. Je commence par enlever la pression, branche le bazar. Le premier cadran, c'est la pression dans le réservoir du compresseur, et la deuxième, c'est la pression en sortie. J'ai vu l'astuce sur internet. Il faut sortir la valve, la déclipper. On a une valve qui laisse rentrer l'air. Font bien leur job. Vas-y, souffle. Et là, mon ressort de tarage, je vais lui enlever demi-spire par demi-spire jusqu'à ce qu'il ouvre à 1,2 bar environ. Il était largement au-dessus de 2 bars et demi. Bizarre. On a l'impression que je suis avec un vieux talkie-walkie de l'armée. Allô? Ouais, ça va ou quoi? Non, j'écoute l'air qui sort. Ah, je me disais, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Je me prends un vent. En clair, le bouchon laisse passer la surpression si elle arrive lentement, mais si elle arrive vite, il bloque tout. Je comprends mieux maintenant. Tchou-tchou! Et au final, j'ai enlevé une spire et demie. On va voir ce que ça donne, au pire je rachèterai un bouchon. Je le testerai aussi. Alors, tube banjo d'alimentation en huile du Vanos. Une vis creuse trouée communique avec le banjo. L'étanchéité faite par des rondelles en cuivre à remplacer bien sûr. Serrage au couple de je sens le cuivre qui s'écrase. Et je rebranche tout ce que je peux. Sonde de pression d'huile, température, alternateur. J'ai encore plein de prises mystérieuses. Et en plus mes marquages que j'ai fait au démontage, ils sont à moitié effacés. Je vais faire du facile. Les bobines. On n'oublie pas les masses. Et du moins facile, les sondes lambda. Aucune idée de où passer le faisceau à la base. Sérieux, les fils sont super longs. Je rebranche la durite de direction assistée. La manche à air d'alternateur, ça va comme ça, oui. Le gros plus de l'alternateur. Oh, il a un petit capuchon. L'admission va recouvrir tout ça. Je dois remplacer le reniflard sur l'admission. Durite de vide dans un état terrible. Ces tuyaux sont galères à déclipper, vraiment. Nom de Dieu, de saleté de... Ah, c'est pas possible, il y en a encore un. J'ai choisi la voie de la destruction. J'ai tous mes éléments neufs, je peux faire comme l'ancien. Et je déballe, et je déballe, et je déballe. Ça va là. Ça va là. Ça, je m'en bats les couilles. Hop, ça passe là. Quand je pense qu'il y a des mecs sur les forums qui prétendent réussir à changer ça et c'est revissé. Sans sortir l'admission, bah moi je dis bravo. Je remonte la valve d'ISA qui modifie la résonance harmonique du collecteur d'admission selon le régime moteur. La vanne de ralenti. Je teste les durites de vide par en haut. Là. Plus qu'à virer l'ancien joint. Il est bien collé le boug. Non mais c'est dingue! Avec des petits morceaux qui s'en vont en plus. C'est clean. Nouveau joint. Superbe. Alors, est-ce que tout est prêt par ici? Saut palin, saut plus là. Il faut vraiment rien oublier. C'est parti. Posé. Ah mince, il y a ce tuyau. Heureusement que c'est pas encore vissé. Vissé.
J'ai mon petit tube d'assistance de freinage que j'ai cassé au démontage. Pas simple à sortir. Surtout le petit bout de raccord qui était coincé dans le tube. Putain, je l'ai massacré. Ok, maintenant, autre problème. Lui, il a une durite comme ça. Comment je fais pour enlever ça, moi? On va partir sur la technique de la rôtissoire. C'est un échec, je l'ai percé. Ouais, la technique a plutôt bien fonctionné, hein. Je voulais démonter le truc est démonté. Bon, pas grave, j'ai au moins ce raccord. Tiens, en fait, j'ai trouvé. Mais c'est de l'épée, hein. Je recoupe un bout de tuyau à la bonne longueur. Et c'est ok. Hop. Putain, Charles Pozzi. Je remets juste ça et je vais dormir. Ah, Charles Pozzi, mes couilles, oui. Je suis claqué au sol. Bon, je vais arrêter de bricoler, parce que là, je sens que je vais faire des conneries. Pillon d'accélérateur. Brum, brum, brum. Clean. 11h, 1er juin de la journée. Joint 9. Avant ça, je remets le gros écrou du collecteur. Solide certifié. Le câble plus 12 volts du démarreur. Je retire la jauge à huile. Nettoie. Replace un joint neuf, huilé. Et c'est vissé. Et je rebranche le tuyau qui fait redescendre l'huile du reniflard sur la jauge. Je rebranche ce dont je suis sûr, c'est-à-dire une seule prise, revisse l'accélérateur. Ça commence à s'éclaircir. Tiens, ici j'ai un support pour cette électrovanne. C'est le recyclage des vapeurs d'essence du réservoir. Et nom de Dieu, il arrive où ce tuyau? Je suis obligé de regarder mes propres vidéos pour savoir. Ouah, une vidéo de Pilou Acid Mine, c'est incroyable. Bon sang, c'est complètement en dessous. Faut juste que j'arrive à mettre la main dessus. Jusqu'au poignet, bébé. C'est impossible, j'y arrive pas. Par le côté, par le dessus. Même en démontant le papillon. Oui, vas-y, mets les deux mains. J'arrive à le toucher. Ah là 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 là, j'y arrive vraiment pas. Faire et défaire, c'est quand même travailler. Et tiens, j'en profite pour enlever ma pige. C'est pas trop tôt. Ok, tuyau remis. Et ben voilà. Électrovan aussi. Et c'est dingue, vu comme ça, j'ai l'impression que j'aurais pu le remettre facile. Ça c'est bon. Allez, j'espère que le joint, il va tenir. Oui. Oh, c'est pas vrai, je me suis fait avoir comme au premier montage avec ce tuyau, des vapeurs d'huile. Faire et défaire, c'est quand même travailler. Ta gueule. Enfin. Prise électrique, raccord, vapeur réservoir. Même le faisceau est vissé. Câble d'accélérateur. Brum, brum, brum. The winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? Durite aller et retour, direction assistée et bocal. Il y en a une petite et une grosse. Pour ceux qui se demandent, je parlais de mes couilles. C'est bon, le bocal va pas se faire la malle. Je vais tester mes injecteurs sur une batterie. Et ils cliquent bien. Ceux-là, ils sont alimentés en 12 volts, je me suis renseigné avant. Un bout de durite, je remplis de WD, je mets sous pression à la soufflette. Ah non, en fait, l'air il sort à côté. Raccord pneumatique, c'est mieux. Et je vérifie que ça spraye correctement. The new fragrance, for him. Ensuite, pour remplacer le filtre d'injecteur, une vis à bois, et je tire. Ah, mince, ça a pas marché. On recommence. Oh, le tout petit filtre. Et j'ai mon kit filtre et joint d'injecteur. Insère le filtre, tapote, remet les joints, souffle la rampe. Le régulateur de pression d'essence reçoit du vide. Je vérifie que la capsule est étanche en aspirant dedans. Et il fait ça bien, hein. Et remet les injecteurs et leur clip. Et la rampe. C'est carré. Le tuyau de vide. Le faisceau d'injecteur qui est aussi branché sur un capteur de température en haut et la vanose au bout. Oh, et cette prise, j'aurais dû la brancher avant, parce que là, je suis obligé d'y aller à la Gilbert Montagnier. Et l'aller à la Stevie Wonder. Et retour d'essence. À la Ray Charles. Belle bête. Tous les câbles tuyaux, ils ont des petits supports faits exprès, hein, faut pas les oublier. Manche à air. On commence à être pas mal. Circuit d'eau. Rebranche la purge de radiateur au vase d'expansion. Glisse le ventilateur. Positionne le carénage. Le carénage. Et serre le visco-coupler. Clac, clac, durite. Et en bas, j'ai un interrupteur de température pour le ventilateur électrique. Je sais qu'il est mort. Je remplace. Je profite d'être en dessous pour vidanger l'huile, qui est vraiment crade pour une voiture essence. Elle sent le chaud.
J'ai raccroché mes durites de chauffage et la pompe électrique qui permet de pouvoir avoir du chauffage même avec le moteur éteint. C'était vraiment pas facile, surtout les tuyaux en dessous du vase. Voilà la pompe, les tuyaux, je vais remettre mon bouchon de vidange avec un joint neuf et le bloquer. C'est parti, 5 litres d'huile pour commencer. Glou, 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 glou. Et de l'eau, de l'eau, de l'eau. Jusqu'à avoir du liquide qui ressort par cette purge. Et par l'autre. Niveau au-dessus du mini, tout est plus ou moins remonté, il y a de l'eau et de l'huile. Elle va pouvoir tourner. Liquide de direction assistée aussi, je veux pas que ma pompe elle tourne à sec. C'est un bon début. Aïe. Rebranche la batterie. J'ai toujours parmi mes fusibles de pompe à essence, parce que de toute façon je veux pas que le moteur pète avant d'avoir amorcé la pression d'huile. En faisant tourner le démarreur. Il part pas mon voyant de pression d'huile. Même après démarrage. Allez, on éteint tout. Ah, ça fume sacrément. T'as encore rien vu mon pote. Je revérifie le niveau d'huile. On remet un coup. On est bon. Waouh, mais c'est une machine à fumer ou une BM? Est-ce que ce brouillard m'aidera à fuir mes démons? Ok, ça se calme. Mes crasses côté échappement sont en train de cramer. Voyant de pression d'huile, toujours là. Ah là là, ça fait paniquer. Bon, par contre, j'ai plus de fumée à l'échappement, et ça c'est bien agréable. J'ai remonté le reste de l'admission, débitmètre, boîte à air, filtre à air neuf. Mon voyant est éteint, c'est cool. Je suis content, mais en demi-teinte, t'sais. J'ai quand même l'impression d'avoir fait un sacré paquet de conneries. Mais elle tourne, donc on va quand même célébrer ça. Epic win! J'ai mon boîtier OBD Bluetooth et car scanner, elle surchauffe plus. Mais what the fuck, mon voyant de pression d'huile est revenu. Bon allez, faut continuer d'avancer. Vérin de capot. Et les petits clips. Boîte à filtre d'habitacle qui ont des gouttières pour l'évacuation de l'eau. Pour les remonter, faut être plein de malice et de facéties. Vous voyez que je souffle. C'est aujourd'hui? Demain, c'est demain. Je rangerai. Ouais. La maman m'a dit qu'il fallait que je range la grange avant demain. Waouh. Même les caches moteurs. Si tu remontes les caches moteurs, c'est que t'es chill, mec. On dirait bien que tout est remonté. Ouais, c'est sale, mais là j'ai plus le temps de nettoyer. T'es pas chill, mec. C'est l'instant poubelle, tri sélectif et recyclage. Tiens, c'est marrant de péter ce truc. Allez, j'en ressors un bout pour le plaisir. Et la ferraille pour le ferrailleur. Le soir, de nouveau. Plus de voyant de pression d'huile. Elle a vraiment une vibe. Wow, j'ai une fuite de liquide de refroidissement. Merde. Putain de ça. Mal engagé là. Je vais péter au nez. Oh le bordel. Ma voiture, à présent, est calée précisément. Et surtout ma boîte de vitesse est parfaitement de niveau. Quand j'ai démonté le radiateur d'huile de boîte, j'ai forcément perdu un peu d'huile. Donc hors de question d'aller rouler avant d'avoir au moins fait le niveau. Et je vais même faire une vidange et filtre. Trou de remplissage débloqué. Trou de vidange ouvert. Putain, déjà le bouche. L'huile, on sent qu'elle va être grise. C'est soi-disant graissé à vie cette boîte auto. 300 000 km Lifetime Oil. J'ai retiré le carter. C'est vraiment beau là-dessous. J'ai un filtre à huile neuf. Enlever l'ancien. Ça, c'est de la merveille mécanique, ça. Une boîte automatique. Quelle beauté. Allez. Dans le fond du carter, j'ai un paquet d'aimants. Petite limaille argentée bien fine. Silverman. Retire. Nettoie. Rince. Sèche. Superbe. Le zingage bichromaté. J'ai des aimants neufs dans mon kit de vidange. Rendez-vous compte. Et aussi un bouchon neuf. J'imbibe le joint du filtre avec l'huile neuve. Putain, ça sent le poisson. Wesh. Et je l'ai revissé. Breakdance. Plan de joint propre, joint de carter neuf. Oh le dribble. Ah, ce joint c'est une nouille, je vais galérer pour qu'il se mette à plat. Ah, j'ai oublié les vis. Bon, au début je suis pas chill, après je suis un peu chill, et là je suis très chill. Et le carter est remis. Eh bah putain, c'était long avec ce joint de merde là qui voulait pas se mettre à plat.
Et maintenant, je vais utiliser mon fameux bidon que je remplis. Il a un gros tube et ça permet de faire monter l'huile en soufflant dedans. Je vais mettre de l'huile jusqu'à ce qu'elle sorte par le bouchon de remplissage. C'était long, il y avait 6 litres à faire monter. Et ensuite, la procédure dit de démarrer le moteur, pied sur le frein, de passer les différents rapports de vitesse pour réamorcer la pompe, les vannes, les pistons, le convertisseur de couple, le radiateur de boîte, tout ça. Quelques secondes sur chaque rapport, j'ai le thermomètre frontal de ma maman. Ouais, désolé, il sera plus jamais propre après ça. Vous avez capté ? Ça capte la température, ça. Car le niveau doit être fait avec la boîte au-dessus de 37 degrés Celsius. Il faudra que l'huile sorte par ce trou, comme ça. Bon, j'ai pas tout filmé, mais dès maintenant, le niveau de boîte est ok, le niveau d'huile moteur est ok, le niveau d'eau est ok, le différentiel est vidangé, le liquide de direction assistée est ok. Bon bah y a plus qu'à remettre les roues et la redescendre et elle prend la route. Et j'avais un dernier truc à faire aussi. Cet essuie-glace à remplacer. La petite giclette. C'est le moment de rouler avec. Elle revit. C'était une sacrée nuit. Elle revit et roule bien, mais c'est pas fini. Parce que dès qu'elle chauffe, l'huile fluidifie et le voyant de pression d'huile revient. Il faiblit, revient, etc. Ça craint. J'ai démonté mon filtre à huile et j'ai trouvé de la limaille. Horreur, je suis nul. J'ai pas assez protégé quand j'ai retaraudé le bloc. Et dans l'huile, j'ai des trucs qu'il faut pas avoir dans l'huile normalement. Je suis pas fan de ce truc en plastique qui se craquelle et qui tombe dans ma culasse par contre. Il faut que je fasse sortir tout ça. Je vais faire couler du gasoil à l'extérieur du filtre à huile, ça va redescendre et j'espère que ça va rincer ma pompe à huile qui a forcément bouffé un peu de limaille. Et j'ai remis 5 litres d'huile pas chère. Fait tourner. Et revidanger. Plus de limaille dans mon filtre neuf que je viens d'installer. Allez, j'ai remis 5 litres de propre. Il y avait vachement moins de dépôt dans le deuxième jet. J'ai refait la même opération 3-4 fois pour bien rincer. Oui, ça fait beaucoup d'huile. Mother of vidange. Mais bon, je préfère ça que de niquer mon moteur. Et le voyant, il est quasi éteint. Un petit 0 à 100. Un 0 à 80, bien sûr. Allez, je la considère comme ça. Et il faut quand même que je vous parle de la suite. J'ai continué à rouler, mon voyant il revenait à chaud, et à un moment sur l'autoroute, il s'est éteint d'un coup. Il s'est jamais rallumé. Pourquoi ? Parce qu'à vitesse constante, le GR se déclenche. Sur cette voiture, c'est le déphasage de l'arbre à cam qui permet le GR. Donc en fait, je pense que mon voyant d'huile s'allumait uniquement car le Vanos n'était pas réamorcé. Et depuis, je roule. Elle bouffe pas une goutte d'huile, je vérifie le niveau d'eau. Chauffage à fond. Bon, là ma jauge est cassée, et j'ai qu'une main, donc je peux pas la faire redescendre. Mais elle bouffe pas d'eau non plus, elle surchauffe pas, elle roule admirablement bien. C'est un bonheur parfait. Enfin, si ça existait, le bonheur parfait, ça le serait.